Voilà. Voilà, les participants, commencez par nous rejoindre. C'est ça, ouais. Je partage en même temps sur Facebook. Salut, salut, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. Soyez les bienvenus par ce beau dimanche. Installez-vous. Nous avons déjà notre invité qui est là, qui est impatiente de pouvoir échanger avec vous. Donc, merci de vous installer confortablement, de prendre de quoi noter. Et n'hésitez pas à nous dire d'où est-ce que vous êtes connecté, de quelle ville est-ce que vous êtes connecté, dans quel pays est-ce que vous êtes en ce moment. C'est bien de savoir, d'avoir une idée d'où est-ce que vous nous suivez. Allez-y, écrivez-nous, ce sera un plaisir de le savoir. Kaolack. Bujumbura. Oui, j'ai quelques amis depuis, depuis le Burundi. Gilles aussi en a, je crois. Oui, oui, j'y est là, oui, il est là. Voilà, je suis en train de lancer juste la diffusion sur Facebook. Les amis sont connectés d'où? Alors, ils sont depuis Kaolack, Bujumbura, Dakar, Simplice Goudou. Je vais supposer que c'est Boycon ou Cotonou. Je ne sais plus exactement où est-ce que tu es, mon cher ami. Aminata Diop, d'accord, le FODEM. Ah oui, madame la directrice du FODEM, excellent. Cotonou, d'accord. Awa Sensar, très bien. Ah, mais c'est excellent, c'est parfait, les amis. Merci d'être là. Je finalise la diffusion en direct sur Facebook où vous pourrez partager et on pourra avoir plus de personnes avec nous. Très bien, c'est parfait. Voilà, nous allons pouvoir commencer avec tous ceux qui sont là. Il y en a déjà un certain nombre. Oui, voilà, bienvenue. Merci d'être là. Continuez pas à nous rejoindre. Vous pouvez partager également en direct sur Facebook. Alors, bonjour encore. Merci de nous rejoindre. Merci d'être avec nous pour ce webinaire. Nous sommes le dimanche 12 juillet et j'ai l'honneur pour vous de pouvoir recevoir une invitée spéciale et particulière que je vais présenter tout à l'heure. Je suis Gaius Yokossi. Je suis manager et fondateur du cabinet Baraka Gate. C'est un cabinet d'accompagnement, de formation qui intervient dans le domaine du développement personnel, de la prise de parole en public et du management notamment. Nous existons depuis 2016 et nous avons des activités aussi bien ici à Dakar, où je me trouve en ce moment, que dans plusieurs autres pays et vous avez sûrement dû en entendre parler, raison pour laquelle vous êtes là. C'est un plaisir pour moi de vous avoir avec cette série de webinaires gratuits que nous avons démarré il y a de cela quelques mois. Nous sommes à notre quatrième édition, avec une invitée très spéciale. J'ai été heureux du moment où elle a accepté de pouvoir échanger avec nous. Vous en saurez plus sur elle tout à l'heure, mais avant tout, permettez-moi de dire quelques mots sur Nadia Mensah Akoni que nous recevons. Elle est cofondatrice et directrice générale de Acosphère,
Elle est sociologue, spécialiste des questions de développement et de coopération et experte en communication. Anciennement responsable de la communication de la BCAO à Dakar, elle a aussi une expérience, je voudrais dire une longue, large, profonde expérience de consultante auprès de plusieurs organismes des Nations Unies, en France, en Grèce, en Syrie, au Kenya. C'est dire toute la dimension de notre invité. Nadia a enseigné la communication à l'ISM, ici au Sénégal, que bien d'entre vous connaissent, et s'intéresse de près à la question des relations interculturelles. Elle est chroniqueuse pour Forbes Afrique et auteure de leur classement annuel des 100 femmes les plus influentes d'Afrique, dont la 6e édition est à paraître. À ce titre, elle a eu à interviewer notamment son Excellence, Dr. Gurib Fakim, alors présidente de Maurice. C'était en mai 2016. Nadia siège au conseil d'administration de Women in Africa à Paris, ainsi qu'à celui de The Africa Center à Londres. Au sein d'Acosphère, Nadia Mensah Akogny travaille à l'international et anime des formations d'entreprise, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Elle parle, tenez-vous bien, 10 langues et elle forme en français, en anglais, en italien, en espagnol. C'est dire un peu la dimension de la personne que j'ai le plaisir et le bonheur d'avoir aujourd'hui pour vous, chers participants. Nadia, bonjour et merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Bonjour Gaius, merci de m'avoir invité. C'est formidable d'avoir cette opportunité de converser avec votre public. C'est un véritable plaisir pour nous et je ne dirai jamais assez tout le bonheur et toute la gratitude que je manifeste à votre égard. Yeah. On va entrer très vite dans le vif du sujet. On aura une trentaine de minutes d'échange et ensuite on pourra prendre les questions et les réponses de nos participants qui sans doute en ont énormément au vu du thème, puisque le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. Comment trouver cet équilibre-là? C'est ce que nous allons décrypter pendant environ 1 heure. Et avant cela, je voudrais savoir, Nadia, quand j'ai reçu votre parcours, que j'avais déjà pu suivre, puisque je vous connais depuis un certain moment, je me suis posé une question, et c'est avec cette question que je voudrais qu'on démarre. Comment vous définiriez-vous vous-même avec toutes ces multiples facettes? Je me définis comme quelqu'un d'éclectique, quelqu'un qui a plusieurs passions et qui a envie de les vivre toutes, de les réaliser, de se réaliser. Plusieurs passions. C'est donc dire qu'une personne devrait avoir plusieurs passions ou c'est vous en particulier? Je crois qu'on a tous des passions. On en a peut-être, certains en ont une qui vont poursuivre toute leur vie, d'autres en ont plusieurs. Et c'est OK, on nous a éduqués en nous disant qu'il fallait se focaliser sur une seule chose. Moi, je crois qu'il faut suivre son instinct, suivre ses désirs, s'écouter. Et si on aime faire plusieurs choses à la fois, ma foi, il faut les faire. Personnellement, je m'ennuie vite. Donc, j'ai besoin d'avoir différents centres d'intérêt et de les faire grandir en même temps. C'est intéressant. Mais comment faire pour ne pas se perdre dans toute cette tentative quand on veut aller ici et là, quand on veut embrasser ça et aussi faire ceci? Il n'est pas question de se disperser. Il est question de nourrir ses passions. On peut le faire en se disciplinant, en y travaillant. Il faut un fil conducteur. Personnellement, mon fil conducteur, c'est l'Afrique. L'Afrique est au cœur de tout ce que je fais, tout ce que je vis, toutes mes entreprises. Elle coule dans mes veines et c'est quelque chose qui est extrêmement fort chez moi. Ça a été nourri dès mon enfance par mes parents qui étaient passionnés par ce continent. Donc, j'ai aimé l'art africain très tôt parce que mes parents collectionnent, parce que ma mère est artiste. J'ai aimé la sociologie parce que je voulais comprendre ce continent, étant éduquée moi-même par des parents diplomates et voyageant beaucoup. J'ai aimé les sciences politiques pour comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, comme la sociologie me permettait de comprendre l'Afrique d'hier, sociologie et ethnologie, comprendre la société, les traditions. Et la communication parce qu'il faut en parler de cette Afrique. Donc moi, j'ai un fil conducteur et tout ce que j'ai fait toute ma vie
a suivi ce fil conducteur-là. Assez intéressant, merci. Mais comment on trouve ça? Comment on trouve ce fil conducteur? Comment on trouve ses passions? Comment on s'en rend compte? Il faut s'écouter. Quelqu'un ne peut pas vous dire quelle est votre passion. Il faut s'écouter. Il faut voir là où vous ressentez de la joie. Lorsque vous faites quelque chose, est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce que vous l'éprouvez dans votre travail? Est-ce que vous l'éprouvez dans vos activités annexes? Est-ce que c'est dans ce qu'on appelle les hobbies? Peut-être que vous aimez faire de la menuiserie tout en étant banquier. Peut-être que vous aimez peindre ou bricoler. Vous aimez la mécanique. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? C'est à partir de là que vous allez comprendre quelle est votre passion. Parce qu'on peut faire des choses et les faire très bien en s'ennuyant. Donc, s'écouter, comprendre, découvrir ses passions et ensuite les nourrir, vous dites. Oui, les nourrir. C'est très important de nourrir ses passions. Quand on ne nourrit pas ses passions, on se dessèche. Oh. La passion, c'est quelque chose qui est en nous et il faut apporter de l'eau à ce moulin-là. Il faut faire des choses, il faut agir. On ne peut pas rester passif et dire, voilà, moi j'ai telle passion, mais je n'en fais rien du tout. Il faut la nourrir. J'ai une passion pour l'art, je la nourris, je vais voir des expositions, je peins, je rencontre des artistes, je discute avec eux, je lis des articles sur l'art. C'est comme ça que je nourris ma passion. J'ai une autre passion, c'est de chanter à l'église. Je travaille ma voix et je me suis inscrite dans une chorale. Et je nourris cette passion de cette manière-là. Super. Du coup, comment est-ce qu'on concilie tout ça, Nadia? Parce que vous êtes dans le domaine de la politique, de la sociologie, de la communication. Vous exercez dans le domaine de la formation. Vous êtes entrepreneur. Vous écrivez. Vous parlez différentes langues. Vous êtes une polyglotte affirmée. Vous êtes investi aux côtés des femmes. Vous venez de parler de votre amour et de votre passion pour l'art, pour la chanson. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'en une vie, comment est-ce qu'en 24 heures par jour, on peut concilier tout ceci? En une vie, on peut concilier plus que ça. Vous savez, on dit que si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez vraiment que ça soit fait, il faut le confier à quelqu'un qui est occupé. Si vous ne voulez pas que ça soit réalisé, confiez-le à quelqu'un qui a du temps. Quand on est très occupé, on gère son temps, on se discipline, on planifie, on fait son rétro-planning et on arrive à rentrer. Vous savez, 24 heures, c'est beaucoup et c'est peu. C'est peu si vous n'en faites rien, mais c'est beaucoup si vous le remplissez. Alors après, je reconnais que tout le monde n'a pas le même caractère, que tout le monde n'a pas forcément envie de faire des millions de choses. Il y a des personnes qui aiment bien aussi juste faire une chose et prendre leur temps et je respecte parfaitement. En ce qui me concerne, j'aime bien remplir mes 24 heures de plein de choses qui m'intéressent. Mais je sais aussi prendre le temps de me reposer et de ne rien faire. Parce que le far niente, comme on dit en italien, c'est important aussi. D'accord. Et votre secret alors pour trouver l'équilibre, ce serait quoi? Rétro-planning, tous les matins au réveil, réfléchir à tout ce que j'ai à faire, combien de temps j'ai pour le faire, combien de temps ça va me prendre de faire chacune de ces choses et planifier ma journée, planifier mon temps en introduisant dans ce planning les imprévus parce que forcément, il y a dans toute journée des imprévus qui vont vous empêcher de faire ceci ou cela. Donc, savoir qu'il peut y avoir des imprévus et donc aussi donner une priorité. Les choses qui sont absolument indispensables vont être faites en premier pour être sûr qu'elles sont faites. Et puis ensuite, les autres viendront. Et s'il y a un contretemps, ma foi, on remettra à demain ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Mais le rétro-planning, c'est important. Et puis aussi la discipline. C'est vraiment, par moment, on n'a pas envie de faire les choses. Mais si on ne les fait pas, il y a des conséquences. Ça peut être des conséquences professionnelles, ça peut être des conséquences financières ou administratives, mais ça peut être aussi simplement une conséquence qui est qu'on est frustré.
Et cette frustration, elle va nous causer du tort physiquement, même si on ne le sait pas. Et donc, à chaque fois qu'on ne fait pas ce qu'on a prévu ou envie de faire, on ressent une frustration. Et cette frustration est négative. Donc, se discipliner, c'est vraiment important. Je ne dis pas que je sois parfaite. J'ai mes moments de procrastination, comme tout le monde. Et surtout, je crois que ma recette principale, c'est que j'ai accepté, il y a déjà très longtemps, de ne pas être parfaite. Vous pouvez revenir là-dessus, c'est-à-dire accepter de ne pas être parfaite. Oui, j'ai accepté moi-même que j'étais imparfaite, que je ne pourrais pas tout faire parce que j'ai compris que la perfection n'existe pas, que Superwoman et Superman, c'est que dans les films et qu'il faut savoir par moment aussi juste faire ce que l'on peut, le faire de son mieux. Si ce n'est pas parfait, eh bien, ce n'est pas grave. La pire des choses, c'est de regretter de n'avoir pas fait du tout. Mais faire, essayer, c'est bon pour moi. Faire, essayer, accepter d'être imparfait, ne pas se mettre dans la peau de Superwoman ou de Superman et refuser de ne pas essayer, refuser de ne pas y aller. Oui, parce que les regrets, c'est la pire des choses. Vous comprenez, si vous n'essayez pas, si vous ne faites pas les choses dont vous avez envie maintenant, demain, vous aurez des regrets. Et les regrets sont pires que les échecs. Le vrai poison, ce sont les regrets. Alors, le moment pour faire les choses, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Parce que demain ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Demain ne nous appartient pas. On ne peut pas remettre à demain ce qu'on pourrait faire maintenant. Il faut agir. Sinon, on est dans les rêves. On se dit oui, quand les enfants seront grands, quand j'aurai un peu plus d'argent, quand j'aurai un peu plus de temps. Mais qu'est-ce qu'on en sait en réalité de tout ça? C'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses et puis le reste viendra quand ça viendra, comme ça viendra et on l'acceptera comme ça vient et on en fera le meilleur de ce qu'on peut en faire. Mais il y a quand même des réalités, Nadia, par rapport à ce que vous dites. Il y a cette femme-là qui vient de se marier, qui doit s'occuper du mari. Il y a cette femme qui a des enfants en bas âge, qui doit en prendre soin, qui doit les éduquer parce qu'elle ne voudrait pas que ces enfants-là puissent se perdre dans la société. Il y a X ou Y raison. Est-ce qu'on peut vraiment, à tout moment, vivre pleinement sa passion avec ces réalités qui sont là? Il faut nourrir la famille, il faut en prendre soin, il y a des engagements et toutes ces choses que vous savez. Oui, oui, j'en suis consciente. J'ai travaillé, j'ai été maman, je suis une mère. J'ai 2 enfants, j'ai été maman à la maison, j'ai emmené mes enfants à l'école, je les ai emmenés faire leurs activités, j'ai élevé des enfants en Europe. Je suis une épouse, je vais faire des courses, je fais la cuisine. Bien sûr, tout ça, ce sont des réalités. Et il y a des moments où on est épuisé, je le reconnais. Mais est-ce que on veut réduire sa vie, son être à cela simplement? Moi, je dis non. Après, encore une fois, chacun le vit différemment, hein. Mais moi, je dis que je ne peux pas réduire Nadia juste à cela. Il me faut plus. Donc, ça demande des sacrifices. Je n'ai jamais dit que vivre sa passion, c'était facile. Loin de moi hein, de cette idée-là. Je ne l'ai jamais dit. Ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Mais je dis aussi que lorsqu'on voit des personnes qui, entre guillemets, réussissent, des personnes qui réalisent un certain nombre de choses, il faut bien se dire qu'elles y sont parvenues avec des sacrifices, avec des efforts monumentaux, surhumains parfois. Alors, qu'est-ce qu'on va sacrifier? Des nuits de sommeil? Pas des nuits, mais peut-être quelques heures de sommeil. Peut-être qu'au lieu de dormir 8 heures toutes les nuits, vous allez dormir 6 heures. Peut-être qu'au lieu de regarder la télévision, vous allez prendre 1 heure ou 2 pour faire quelque chose dont vous avez vraiment envie. Peut-être que vous allez vous organiser pour que quelqu'un s'occupe de vos enfants pendant 1 heure ou 2, pendant que vous allez faire ce dont vous avez vraiment envie, quelque chose
qui vous donne un peu de joie, un peu de goût à la vie, un peu de sel dans votre quotidien. C'est de cela que je parle. Bien sûr qu'on ne va pas tout révolutionner et puis ça va être progressif. Mais si vous ne commencez jamais, vous n'y parviendrez jamais. Il n'y a jamais, mais vraiment jamais, croyez-moi, de bon moment. Ce n'est jamais le bon moment pour commencer. Mais si vous commencez, ben vous vous rendrez compte que vous pouvez faire beaucoup plus que vous ne pensiez parce que l'être humain, par définition, est extraordinaire. Chacun de nous est extraordinaire et chacun de nous a une capacité d'adaptation et de transformation qu'il n'imagine même pas tant que vous n'avez pas commencé. Alors, pour ceux qui m'écoutent, je peux vous proposer, si vous n'avez pas le courage de vous y mettre, de commencer par investir dans votre développement personnel. Parce que ça vous donnera une impulsion, une envie de faire. Ça vous donnera du courage, ça vous donnera des idées, ça vous donnera des solutions. Et investir en soi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Un cours de développement personnel, ça vous coûtera peut-être le prix d'un sac à main pour mesdames. Très intéressant. Mais arrivons à la question que beaucoup de personnes se posent. Et je voudrais bien vous entendre sur ce sujet-là. Les femmes ont-elles un désavantage? Partent-elles avec plus d'obstacles que les hommes? Ont-elles un boulet au pied au départ? Les femmes ont-elles plus de désavantages que les hommes? Ont-elles un boulet au départ? Oui. Oui, c'est notre réalité. C'est un fait. Nous partons avec un désavantage social. Mais nous avons aussi des avantages. C'est à nous de tourner tous nos désavantages en avantages supplémentaires. Personne ne le fera pour nous. On peut en parler pendant des décennies. D'ailleurs, on en parle depuis des décennies. Mais c'est à nous, à chacune de nous, d'opérer le miracle. Et croyez-moi, toutes ces femmes qu'on voit briller autour de nous, elles le font au prix d'un travail, au prix d'efforts quotidiens. Et ce n'est pas facile. Mais si nous ne le faisons pas, si nous ne donnons pas des rôles modèles à nos filles et à nos fils, si nous ne changeons pas la manière dont nous éduquons nos enfants, parce que ce sont les femmes qui éduquent les enfants au quotidien, les hommes nous accompagnent, mais les mamans sont là avec leurs enfants tout le temps. Et si nous ne transmettons pas certaines valeurs à nos filles et à nos fils, nous ne changerons pas la société. Nous ne changerons pas notre situation. C'est à nous d'apprendre à nos garçons à regarder la femme autrement. C'est à nous d'apprendre à nos filles à se comporter autrement. C'est nous qui devons mettre les idées de progression, si on peut dire, les semer dans leurs esprits dès la petite enfance. Savoir qu'un garçon peut cuisiner, qu'un garçon peut faire le ménage, qu'une femme, une fille, au lieu de jouer à la poupée, peut faire autre chose. Moi, je n'aimais pas jouer à la poupée. J'aimais lire. J'aimais jouer au Lego. Eh bien, j'ai lu et j'ai joué au Lego. Voilà. Très bien. Mais c'est important, c'est vraiment important. C'est assez pertinent, c'est assez intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a des éléments palpables? Est-ce qu'il y a des éléments que Nadia peut nous partager dans son parcours où elle a dû faire un choix, un certain arbitrage entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, où elle a dû peut-être mettre en veilleuse quelque chose pour démarrer autre chose? Ah ben toujours, on a toujours des sacrifices. Moi, j'ai eu plusieurs vies, j'ai eu plusieurs carrières. Lorsque j'étais à la BCEAO,
je me suis mariée. Mon mari vivait en Égypte. J'ai fait le choix de quitter la Banque centrale. Alors, quand on s'est marié, je travaillais sur des dossiers qui étaient importants pour moi. Et donc, je suis restée une année de plus à Dakar, d'un commun accord. C'est un sacrifice. Quand vous venez de vous marier, que votre mari est dans un autre pays, c'est un sacrifice. Beaucoup de femmes le vivent. Et pendant cette année-là, j'ai travaillé sur mon projet. Ensuite, j'ai quitté la Banque centrale et j'ai rejoint mon mari en Égypte. D'un cadre supérieur de la BCEAO, je suis devenue une épouse à la maison. Je suis devenue Madame telle, la femme de. Je n'avais plus d'identité propre. C'est difficile à vivre. Mais je l'ai fait parce que c'était mon choix de rejoindre mon mari, parce que je voulais avoir des enfants, parce que je voulais vivre ma vie de couple. Et puis, ensuite, on est parti en Allemagne et ça a été pareil. Je suis restée à la maison pendant 2 ans. J'ai eu ma fille, puis ensuite on est venu à Londres, j'ai eu mon fils. Et c'est après ça que je me suis mise de nouveau en activité en créant d'abord une entreprise de déco parce que ça me plaisait. Et puis ensuite en m'associant avec mon mari pour créer Acosphère que nous co-gérons depuis 15 ans maintenant. Donc des sacrifices, on en fait. Mais ça n'empêche pas de se réinventer. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort ce que vous dites, c'est fort ce que vous partagez. Mais au-delà de l'amour, au-delà du caractère que vous étiez marié et tout ça, qu'est-ce qui fait vraiment que vous acceptez de quitter votre poste de cadre supérieur à la BCEAO pour aller rejoindre votre mari et rester à la maison? Vous n'avez pas peur de ne plus avoir l'opportunité d'être à ce niveau de performance, à ce niveau de professionnalisme? Bien sûr que j'ai eu peur, bien sûr que j'ai eu des nuits sans sommeil, des nuits de questionnement à me dire est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est la fin de ma carrière? Est-ce que je ne vais plus jamais pouvoir être ce que je suis aujourd'hui? Bien sûr qu'on se pose ces questions-là. Mais après, on se pose aussi des questions qui sont des questions réelles. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'es marié, pourquoi? Est-ce que tu veux fonder une famille? Est-ce qu'il vaut mieux que ça soit toi qui rejoignes ton mari puisque tu as l'intention de faire des enfants et que tu vas de toute façon devoir prendre des congés maternité? Et nous savons toutes en tant que femmes que quand on prend un congé maternité, la carrière en prend un coup. Ou est-ce que c'est mieux que ça soit ton mari qui sacrifie sa carrière et vienne te rejoindre? Moi, j'ai répondu à cette question en décidant que ce serait moi qui irais le rejoindre. Voilà. Mais ce sont des choix personnels. Hein. Chaque femme va réagir différemment. Oui. Mais je peux vous dire que je connais beaucoup de femmes aujourd'hui qui, pour des choix de carrière, vivent dans un pays différent de celui où vit leur conjoint. Et que ce n'est pas facile, mais ce sont les choix que nous devons faire, c'est la vie moderne. Super, super. Pour résumer tout ça, alors, question d'équilibre, pour vous, ça appelle à la à la notion de choix et aux questions de planning et surtout à se poser des questions, à s'écouter et à se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Oui, il est très, très important d'abord de s'écouter parce qu'il n'y a pas de recette toute faite. Moi, je vous parle de mon expérience, mais l'expérience de Nadia Mensah-Akoni, ce n'est que la mienne. Il n'y a pas de recette toute faite. Chacune, en fonction de sa situation, doit se poser les bonnes questions et s'écouter. Vous avez quelque chose qui s'appelle l'intuition. L'intuition, en réalité, c'est un message que nous passe notre âme. Et cette intuition, nous devons l'écouter parce que c'est elle qui nous permet de vraiment savoir ce que nous voulons ou ne voulons pas faire, ce qui est bon pour nous ou pas. Et vous remarquerez, si vous faites l'exercice, si vous vous écoutez vraiment, que lorsque vous n'écoutez pas votre instinct, souvent vous le regrettez. Donc, il faut s'écouter.
et décider en son âme et conscience de ce qu'on a envie de faire. Une fois que vous avez pris la décision, il faut l'assumer. Parce que c'est votre décision, ce n'est pas celle de Nadia, ce n'est pas celle de l'ami qui vous a conseillé et ainsi de suite. Ce n'est pas celle de vos parents. C'est facile de dire, de prendre les conseils de quelqu'un, d'aller contre son intuition et ensuite de blâmer la personne qui vous a conseillé. Ça, c'est une erreur. D'accord. Écoutez-vous et assumez votre décision. Génial. Mais quoi que vous fassiez, gardez toujours cette idée de la balance. Hein, il faut un équilibre. Si vous ne nourrissez pas vos passions, vos centres d'intérêt, votre personne, votre âme, vous allez être frustré. Si vous êtes frustré, votre conjoint, vos enfants, votre famille va en pâtir parce que vous serez comme une cocotte minute. Et à un moment donné, de toute façon, ça va exploser. Nourrir ses passions, s'écouter, pour avoir plus à donner. Oui, oui, absolument. Quand on s'écoute, quand on nourrit ce qui nous fait du bien, quand on se sent bien, quand on est épanoui, on a plus à donner. Et même si on n'est pas parfait, le peu qu'on donne va faire tellement de bien à ceux qui sont autour de nous qu'il sera suffisant. Génial, Moi, génial. il y a eu un moment dans ma carrière, il y a quelques années, je voyageais tellement que mon fils qui passait son bac était souvent seul à la maison. Il avait 16 ans et il habitait tout seul dans une grande maison, la plupart du temps. Ce n'est pas une situation idéale, mais c'était ma situation. Ouais. Mais il faut aussi de la communication, il faut expliquer, il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup parler. D'accord. Il faut expliquer le pourquoi des choses. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Pourquoi je prends 2 heures pour moi? Pourquoi en ce moment je ne peux pas être avec vous? Pourquoi est-ce que je vais faire ma gym toutes les semaines? Pourquoi je vais faire ma peinture? Mon fils, je lui ai expliqué pourquoi je voyageais. Il l'a bien compris. Super, super. Beaucoup communiqué également. Il y a des questions qui arrivent déjà. Les gens sont impatients de pouvoir échanger avec vous. Je vais y aller très vite pour qu'on puisse leur donner l'occasion de voir leurs questions, avoir des réponses. Finalement, pour cet équilibre, comment est-ce que Nadia gère ses journées? C'est quoi une semaine type? C'est quoi une journée idéale de Nadia? Bon, une journée pas idéale, mais typique. Une journée typique, selon que j'ai des rendez-vous ou pas, je vais me lever entre, on va dire, 6h30 et 8h, ça dépend. D'accord. Le matin. Je vais me préparer, je vais prendre un petit déjeuner, je vais réfléchir à ma journée, faire mon rétro-planning. Je ne vais pas revenir dessus puisque je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Et ensuite, je vais me mettre au travail. Je travaille beaucoup de la maison. Ça, c'est lorsque je ne voyage pas. Quand je voyage, je fais la même chose et après le petit déjeuner, j'enchaîne sur des rendez-vous ou des formations toute la journée. Mais quand je suis chez moi et que je travaille de chez moi, ça va être beaucoup de mails, beaucoup de coups de fil, un déjeuner rapide, vraiment sur le pouce, et du travail, des journées qui vont finir vers 19h. Ensuite, je vais passer un peu de temps en famille si mes enfants sont là ou avec mon mari. Quand on est en voyage, ça va être plutôt avec les clients. Et puis, je vais peut-être me détendre en fin de soirée en regardant un film, un épisode d'une série ou en lisant un peu. Et puis, je vais retravailler parce que souvent, j'ai le cerveau en ébullition tard le soir. Donc, c'est là que je vais écrire mes articles, mes chroniques, des contenus de formation, etc. Je me couche en moyenne autour de 1h du matin, parfois 2. Et parfois, quand j'ai vraiment énormément de travail et que je suis très inspirée, eh bien, je peux me coucher ou pas me coucher du tout d'ailleurs. Voilà, ça c'est une journée typique de Nadia.
en semaine, le week-end avec un petit peu plus de moments de détente. Et là, je vais chanter à l'église le dimanche ou le samedi soir plutôt. Et quand je peux aller voir une expo, ben, je vais aller voir une expo parce que ça me fait du bien. D'accord, Voilà. d'accord. Bah oui, c'est top. Euh, Vous travaillez avec votre époux, avec votre mari depuis 15 ans. Vous avez fondé une société ensemble. Ça ressemble à quoi, travailler avec le même homme, de le voir à la maison, de le voir au bureau, de voyager avec lui? C'est une expérience que vous recommanderiez? Oui, c'est une expérience que je recommanderais vivement. Alors, quand même, je dois vous dire que quand il m'a demandé de m'associer à lui pour créer Acosphère, au départ, j'ai dit non. Ah Non, ouais, catégorique, pas question, parce que je me disais qu'il était beaucoup trop exigeant et que je ne pourrais pas respirer, que je ne pourrais rien faire d'autre que de travailler. Mais il faut savoir que mon mari est quand même un gourou de la vente et qu'il a réussi à me vendre l'idée d'être associé. Et je me suis lancée en posant bien sûr mes conditions qu'il a acceptées, c'est-à-dire que j'aurai le temps d'aller prendre un café avec mes copines, que j'irai voir mes expos, que je ferai mes activités associatives, etc. Il a tout accepté. Et puis avec le temps, moi-même, j'ai été prise dans je dirais, dans l'activité. Et donc, il a rien eu à faire pour que je m'y mette complètement. Maintenant, l'avantage quand on travaille ensemble, c'est que comme on a mis tous nos œufs dans le même panier, ben on a une volonté de réussir. Hein. Et donc, on travaille. Et personne ne se plaint quand il y a beaucoup de travail. Personne ne se plaint quand il y a restriction budgétaire, parce qu'on sait qu'on le fait pour le bien commun. Personne ne se plaint, bien sûr, quand tout va bien et qu'on peut faire la fête. Ça, c'est super aussi. Mais c'est vraiment important de comprendre ce point-là. L'autre point qui est fondamental, c'est le respect. On doit se respecter l'un l'autre. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas ne pas être d'accord. Nous, on a des désaccords et parfois chacun maintient sa position. On a des désaccords sérieux sur quelle orientation on va prendre. On en parle, la communication toujours, et on décide de qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise et pour le bien commun. Et une fois qu'on a décidé, eh ben, on suit la direction qui a été adoptée. La dernière règle, je dirais que c'est d'éviter de transposer les désaccords business dans la vie de famille. d'accord. Et surtout de se trouver du temps personnel pour respirer. Quand on est ensemble tout le temps, il faut aussi des moments. On va peut-être pas regarder le même film ou la même série. On va aller dîner avec des amis différents chacun. Lui va aller faire son sport parce qu'il adore le sport. Moi, je vais aller voir une expo. On va faire des choses différentes pour que chacun puisse aussi s'exprimer individuellement. D'accord, d'accord. Super. Travailler Très ensemble, intéressant. ce n'est Ça me pas parle. être fusionnel. Ouais, ça me parle, Comment? ça. Ça me parle. C'est important. Ouais, ouais, très, très important. Merci. Peut-être une, deux dernières questions rapidement avant de passer aux questions des participants. Les pesanteurs socioculturelles qui s'appliquent de manière spécifique aux femmes. Vous le savez très bien, vous êtes issu de certains pays africains, vous avez beaucoup vécu en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Bénin, au Ghana, etc. Et comment est-ce que vous avez pu vivre ça? Est-ce que vous n'avez pas eu cette pression à un moment donné pour vous marier, pour rejoindre votre époux? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Aujourd'hui, vous communiquez, vous êtes une experte en communication, vous formez les gens. Les femmes ne doivent pas prendre la parole en public, elles ne doivent pas regarder les hommes dans les yeux, elles ne doivent pas faire ci, elles ne doivent pas faire ça. Comment est-ce que vous êtes affranchi de tout cela? Gaïus, je vais vous dire quelque chose. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui m'ont appris la liberté et l'indépendance. En tant que fille, je crois que c'est extraordinaire. Donc,
on m'a appris d'abord que le travail était mon premier mari et qu'il fallait donc que je m'accomplisse, que je fasse mes études, que je les réussisse. Ma mère était enseignante, elle a arrêté de travailler pour suivre mon père et elle s'est occupée de nous. Et elle nous a aidés vraiment à réussir dans nos études. Mais ma mère, c'est aussi une femme très indépendante. Donc, j'ai eu un modèle de femme indépendante toute ma vie devant mes yeux. Donc, pour moi, il ne pouvait en être autrement. Et j'ai un père qui m'appelait l'ingénieur en jupon parce que j'aimais bricoler et qui m'encourageait. Et je n'ai jamais eu de pression pour me marier. D'ailleurs, j'avais annoncé à mes parents à l'âge de, je crois, à l'âge de 30 ans, 31 ans, que je n'avais aucune intention de me marier. Donc, c'était clair, ils avaient compris. Et puis, à 33 ans, je me suis mariée, comme on dit en anglais, out of the blue. Et ils ont compris aussi, ils ont accepté, ils étaient surpris agréablement. Mais voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Maintenant, je sais que ces pesanteurs existent. Et je sais aussi, pour l'avoir vu autour de moi, qu'on peut en sortir. Mais il ne faut pas attaquer tout de front, il faut choisir ses combats. C'est comme des marches qu'on monte, il faut monter une première marche, puis une deuxième. L'indépendance financière, c'est une marche. Ensuite, il faut savoir dire non parfois à certaines contraintes, même si ça ne plaît pas. Et puis progressivement, on se libère de certains facteurs. Mais je reconnais que le poids social n'est pas évident dans nos sociétés. Ouais. Très bien, très bien. Intéressant. Ben, on va résumer tout ça et ensuite on va prendre les questions. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre peut-être, on parle d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Nadia, en 2-3 phrases, comment est-ce qu'on le trouve? Qu'est-ce que vous avez dit de bien intéressant? Et ensuite, je vais commencer par vous lire les questions qui tombent. C'est une pluie de questions qui s'abat là sur nous. Donc, en résumé, trouver l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle. Pour vous, ce serait quelles étapes? Alors, première étape, c'est vraiment trouver du temps, au moins une fois par semaine, pour soi-même, pour faire quelque chose qu'on aime faire. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet d'évacuer la pression, la frustration et de se sentir bien. La deuxième étape, c'est d'accepter qu'on ne sera pas parfait et de le communiquer aux siens. Quand tout le monde a bien compris que papa ou maman n'est pas parfait, on a franchi une étape. Troisièmement, c'est savoir que le travail, si c'est une passion, vous pouvez vous y adonner à fond, mais qu'il faut toujours un moment pour prendre du recul, respirer. Ça vous aidera même à aller plus loin parce que ça vous permettra de sortir la tête du guidon, de regarder la situation et d'avoir de nouvelles idées. Génial. Génial. Merci. Et j'ai noté aussi qu'on a parlé de planning, bien sûr, de ces journées, de planifier. Oui. La planification, c'est extrêmement important. C'est important pour tout. Planifier son temps, c'est essentiel. Les gens qui réussissent planifient leur temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser de moments pour l'improvisation. C'est important aussi. Moi, j'aime bien improviser des choses. Mais j'improvise en sachant que l'essentiel a été fait. Et donc, comme je disais, planifier et dans votre planification, laissez du temps pour l'improvisation. Très bien, intéressant. Merci infiniment. Merci pour ce très, très beau partage, Madame Nadia Mensah Akogny. À présent, je vais vous partager au fur et à mesure les questions de nos participants. Les amis, vous pouvez partager vos questions, vos impressions. Vous avez là la boîte de dialogue pour pouvoir le faire. Je vais commencer par les adresser à Madame Mensah Akogny.
Bonsoir à tous, bonsoir Gaius, bonsoir Madame Nadia Bentancourt, ça c'est Madame Dabo. J'attendais ce moment avec impatience depuis le jour où je me suis inscrite. J'ai noté tout au début que la routine vous ennuie. Comment faites-vous pour vaincre cet ennui de manière quotidienne? C'est vrai que nous avons plusieurs passions, mais comment gérez-vous tout cela? Et quel est l'impact de ce sacrifice dans votre vie professionnelle, surtout au début? Alors, comment est-ce que je fais pour ne pas m'ennuyer? Je travaille beaucoup, mais comme je vous l'ai dit au début, je fais des choses très variées. La variété, moi, nourrit mon ennui, en fait. Enfin, le nourrit, non, le soigne. C'est-à-dire que je vais travailler, je vais être sur mes mails, je vais faire du travail administratif. Ensuite, je vais peut-être travailler sur un contenu de formation. Ensuite, je vais lire un peu. Ensuite, je vais peut-être décider d'aller regarder une émission sur un artiste qui me plaît. J'ai aussi mes 2 conseils d'administration qui m'occupent sur les questions du genre et sur les questions artistiques. Donc, tout ça me permet en fait de changer de casquette plusieurs fois dans la journée. Et puis, bien sûr, j'ai aussi ma maison à gérer, mes enfants, mon mari. Donc, je n'ai pas le temps aujourd'hui de m'ennuyer. Je n'ai vraiment plus le temps de m'ennuyer. Super. Il y a Andaï Diouf qui demande, est-ce que équilibre signifie forcément être dans une proportion 50-50%? Non. La réponse, c'est non. C'est une erreur de penser que l'équilibre, c'est 50-50. L'équilibre, c'est celui que vous allez trouver. Chacun va trouver son équilibre. Ça peut être 10-90, si c'est ça qui vous satisfait. L'essentiel, c'est que vous ressentiez de la satisfaction en faisant quelque chose. Moi, mon équilibre, il est probablement autour de 80-20. D'accord. C'est-à-dire que 80% du temps, je travaille. Que ça soit le travail que je fais avec Acosphère ou que ça soit mes chroniques et mes articles. 80% du temps, je travaille. 20% du temps, c'est pour moi. Et dans ce temps qui est pour moi, il y a du temps pour ma famille parce que j'aime être avec ma famille. Et il y a du temps vraiment pour Nadia. Très intéressant. Donc, je dirais que mon équilibre est à peu près 10. Allez, non, alors on va dire 10, 20 et 70. D'accord, d'accord, très bien. Là, Il y y a des questions qui se rejoignent. Il y a des questions qui se rejoignent. Il y a une question avec la pandémie et le confinement. Nous avons tendance à ce que notre vie professionnelle prenne le dessus sur la vie personnelle et familiale, puisque tout le travail est ramené à la maison. Et il y a aussi M. Egué qui demande comment est-ce que vous gérez le fait de ne plus pouvoir voyager par ce temps de Covid. Donc, est-ce que vous pouvez résumer ces éléments-là et peut-être nous partager votre expérience aussi au regard de la pandémie? Oui. La pandémie, elle a changé beaucoup de choses pour tout le monde. C'est ça. Certains l'ont pris comme un choc très violent, ont été plus ou moins assommés, pétrifiés. Personnellement, nous l'avons pris, mon mari et moi, comme une chance. Une chance d'arrêter de voyager parce que il faut dire qu'à un moment donné, notre rythme de voyage était tel que c'était physiquement épuisant. Nous étions constamment en déplacement. Et donc, la pandémie est arrivée, nous avions pris des vacances justement pour aller voir nos enfants aux États-Unis, à New York, et nous nous sommes retrouvés là en lockdown. Et nous avons décidé, puisque tous nos contrats, les conférences, les formations, tout s'annulait en série, eh bien, nous avons décidé de prendre un mois de congé, de nous reposer. Nous avons regardé des séries, nous nous sommes détendus, nous avons dormi, profité de la famille. Et puis ensuite, nous nous sommes mis à réfléchir très rapidement et nous avons déroulé notre stratégie digitale. Donc, en fait, nous nous sommes remis
à travailler de façon très intense, très vite. Et ça nous a permis d'adapter en fait une grande partie de notre offre que nous faisions en présentiel en digital. Nous avons donné 5 semaines de formation en français et en anglais d'une formation qui s'appelle Transform and Rise, que nous avons offert gratuitement pendant 5 semaines en français et en anglais. Et qui va être maintenant portée sur une plateforme digitale, nous y travaillons. Nous lançons le 21 juillet notre formation APP, donc à la prise de parole, 21, 22, 23 juillet, plus 2 heures le samedi matin, le 25 juillet, sur Zoom, donc en digital, mais live. Nous serons là, vous nous verrez, nous vous verrons, et nous ferons la formation. Nous avons lancé des Instagram Talks, au début un peu comme un complément à la formation Transform and Rise. Nous pensions faire 5 sessions. Nous venons d'en faire 10 et nous continuons. Nous avons nos speakers réservés jusque déjà quasiment la fin de l'année. Et donc, il ne faut pas être, comment dire, il ne faut pas être attentiste. Il faut être proactif. Et pour nous, le Covid, c'était une opportunité de se lancer, de faire autre chose, de faire différemment. Alors, les voyages me manquent un peu, surtout, de pouvoir être en Afrique. Ça me manque énormément. Mais ça viendra. Je sais que ça viendra. Et en attendant, eh bien, on trouve d'autres solutions pour se rapprocher, ne serait-ce qu'à travers un écran. Voilà un petit peu. Alors, il y a dans la question ou dans les 2 questions, il y avait le fait que le travail vient à la maison avec le confinement. Oui, mais moi, je vous dirais que nous, on est en télétravail déjà depuis très longtemps parce que lorsqu'on avait des bureaux, on n'y allait pratiquement pas. Donc, de toute façon, le travail se faisait un peu comme il se fait aujourd'hui. Il faut simplement vous-même vous discipliner. Ne pas travailler en pyjama toute la journée. Ne pas vous laisser interrompre toutes les 2 minutes par des distractions enfants et autres. Mais vous discipliner, décider qu'à partir de, je ne sais pas, l'heure où vous voulez, 8 heures, 9 heures du matin, je suis à ma table et je travaille. Et à 17, 18 heures, j'arrête de travailler. Ça demande plus de discipline, mais il faut le faire. Sinon, vous allez vous faire manger. Très bien, très bien. On a des questions de tout, qui arrivent là et ça n'arrête pas. Merci, parce qu'il y a beaucoup de remerciements aussi par rapport à votre intervention qui est très enrichissante. D'ailleurs, il y a Guylaine qui dit merci beaucoup pour votre partage édifiant. Quelle est la place du moment de qualité en famille pour vous? C'est fondamental. Le moment de qualité en famille, c'est fondamental. La famille, c'est tout. C'est ce pourquoi on vit, c'est pour eux qu'on travaille, c'est pour eux qu'on fait tout ce qu'on fait aussi. Donc, c'est extrêmement important ces moments de qualité. Et il faut en profiter à fond. D'abord parce que les enfants grandissent vite. Et puis après, ils ne sont plus là à plein temps. Donc, quand on a des enfants, il faut en profiter. Et puis, quand ils ne sont plus là à plein temps, quand ils reviennent, il faut aussi en profiter. Donc, la famille, c'est très important. Les parents aussi, c'est très important. Parce qu'il y a un temps où on les a et il faut vraiment s'en occuper. Et puis, il y a un temps où ils ne sont plus là. Et si on n'a pas eu des moments de qualité, on n'a que des regrets. Alors, profitez vraiment de vos moments en famille. D'accord. Et justement, Rougui, qui va un peu dans le même sens, elle dit, elle dit merci pour cet excellent partage, j'ai l'impression que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, on la trouve quand on est bien organisé et qu'on arrive à dégager du temps nécessaire pour soi. Est-ce que c'est bien résumé? C'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Voilà. C'est tout à fait cela. Parce qu'en fait, quand on est organisé, on arrive toujours à trouver plus de temps. Très bien. Effectivement, quand on est organisé, on dégage plus de temps.
Cas pratique. Et là, vous allez entrer en mode coaching, hein, Madame, Madame Message à Cogny. Il y a Madame Audrey Adjovi qui dit ceci. Je suis mère de 2 enfants en bas âge. Selon vous, Madame Nadia, d'après votre expérience, à quel moment nous pouvons confier les enfants afin de nous épanouir professionnellement, sachant que notre environnement en Afrique, précisément au Bénin, n'est pas adéquat dans le sens où confier ton enfant à quelqu'un est grand risque. Ma première expérience avec mon fils qui était à la garderie pendant que j'avais repris le travail, mais qui en a souffert, accident à la garderie, bobo, maladie, etc. J'ai été marqué négativement et là, j'hésite à le confier. Tout comme vous, j'ai des passions, plusieurs d'ailleurs, mais aujourd'hui, je me sens un peu comme impuissante face à cette situation car je ne me sens pas épanouie. Je sens un grand vide dans ma vie, bien que mes enfants, la famille, en quelque sorte, semblaient combler cela d'une part. Je suis déterminée, disciplinée, ordonnée et tout, mais là, je suis bloquée. Votre conseil et votre orientation m'aideraient beaucoup. Je comprends votre situation parce que les enfants sont ce que nous avons de plus précieux. Moi, j'ai confié mes enfants à des nounous quand ils étaient petits. Certaines expériences n'ont pas toujours été idéales. Donc, je comprends très bien de quoi vous parlez. Est-ce que vous avez une tante, votre maman, votre belle-mère, une amie à qui vous pouvez confier vos enfants pendant quelques heures, une fois par semaine? Moi, je m'organisais avec des amis à qui je confiais mes enfants, qui me confiaient les leurs, parce qu'il faut que ça soit, il faut qu'on puisse le faire les uns pour les autres. Donc, je me suis créé un cercle de soutien, en fait, hein, avec des amis, en plus en étant ici à l'étranger, des amies européennes, africaines, et on s'entraidait comme ça, chacune, ben, moi je suis coincée, j'ai une activité, est-ce que tu peux récupérer mes enfants, me les garder 2-3 heures de temps, et puis la prochaine fois, ça sera moi. Essayez de trouver un cercle comme ça qui puisse vous aider au quotidien, plutôt que de les confier à une nounou si vous n'avez pas confiance. C'est ce que je vous propose pour le moment. Intéressant, intéressant. Les cas vont continuer par augmenter. Il y a Marie qui dit ceci. Madame Akoni, merci de partager votre expérience avec nous. Comment avez-vous géré la croissance de votre entreprise dans les premières années? J'ai une entreprise de nettoyage aux États-Unis et je suis seule pour le moment. Je me retrouve en train de travailler tous les jours, du lundi au dimanche. Je dois faire le travail chez les clients, marketing, transactions à la banque. Je dois continuer par me former. Comment gérer tout cela? Ça, c'est la vie de l'entrepreneur. Quand on commence, on n'imagine pas à quoi on s'engage. Mais effectivement, vous allez avoir 50 000 casquettes, vous allez tout faire. Et c'est fatigant. Mais vous êtes obligé d'en passer par là. Ouais. La croissance, elle est importante, mais ce qui est encore plus important, c'est de le faire au bon moment. Si vous embauchez trop tôt, vous allez vous retrouver à travailler pour payer des salaires, à vous crever littéralement pour payer des salaires. On est passé par là. Donc, organisez-vous pour faire les différentes tâches. Voyez si peut-être vous pouvez trouver quelqu'un, un prestataire de service qui va faire certaines de ces tâches-là pour vous contre une rémunération ponctuelle. Plutôt que, parce que quand vous payez les services à quelqu'un, ça vous coûte de l'argent. Mais quand vous embauchez un salarié, il y a le salaire et puis il y a toutes les charges qui vont avec. Donc, ça vous coûte encore plus cher. Moi, je pense qu'il faut attendre d'avoir un nombre suffisant de clients, je ne sais pas combien de clients vous avez, mais un nombre suffisant de clients qui vous permettent de couvrir vos frais mensuels, de vous payer à peu près correctement. Et ensuite, si vous pensez que vous avez suffisamment d'argent encore, vous pouvez embaucher quelqu'un. Et si vous embauchez une personne et voyez comment ça marche. Mais ne faites pas une grande croissance très vite parce que souvent, ce qui se passe après, c'est un retour de bâton.
trop de charges. Très bien. Assez intéressant. Assez intéressant. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de compliments qui vous sont adressés, Madame Mensa Akoni. J'avais vu une question de Kamaldine qui demandait comment est-ce qu'on peut gérer. Voilà, une très bonne initiative pour cette thématique. Ma question, dans la recherche de cet équilibre entre vie professionnelle et personnelle, comment gérer les moments de doute, par exemple pour les couples qui sont à distance? La confiance. Il est très, très important quand vous êtes à distance de se faire confiance. Il ne sert à rien d'aller, comme je dis, chercher midi à 14 heures, de vous poser des questions sur toutes sortes de choses. Ayez confiance et communiquez. Parlez. Si vous devez sortir dîner avec des amis, prévenez votre conjoint. Dites-lui simplement, ce soir, je vais dîner avec des amis. Dites-lui qui. Si vous n'avez rien à cacher, il n'y a pas de problème. Mais cette confiance est vraiment importante parce que sans ça, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. Ça. On ne peut que se taper dessus, se chamailler. Ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Faites confiance. Faites confiance, la confiance elle est fondamentale. On va finir bientôt, peut-être une ou deux dernières questions, Madame Mensa Akoni. Il y en a un qui dit si. En Afrique, on dit souvent que ce ne sont pas deux personnes qui se marient, mais plutôt deux familles. Alors, comment faire lorsque les familles on a l'impression que les familles prennent une part vraiment importante dans le quotidien du couple, que les familles ont une certaine pression, telle personne doit travailler, telle personne doit plutôt s'occuper de la famille, et que les familles exercent une certaine pression alors que le couple ne veut pas forcément leur exposer leur projet. Alors, normalement, ça c'est la discussion qu'il aurait fallu avoir avant de se marier pour déterminer comment on va fonctionner. Si vous n'avez pas eu cette conversation, eh bien, il va falloir avoir la conversation et ça va faire mal. Mais il faut le faire. Il faut s'asseoir avec son conjoint et déterminer comment on veut fonctionner. Quel est l'espace qu'on va réserver au couple et l'espace qu'on va réserver aux familles. Parce que si la famille va déterminer comment votre couple fonctionne, c'est déjà un échec. Hein? Je suis désolée de le dire aussi abruptement. Ben oui, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas fonctionner en couple si vos familles doivent déterminer comment le couple fonctionne. Ça ne peut pas marcher. Très bien. Avoir une discussion et choisir ce qu'on fait et qui est-ce qu'on laisse intervenir dans son couple, pour moi, oui, c'est très, très important. Et définir qu'est-ce qu'on veut faire de notre couple ensemble, dans un couple. Il y a Madame Diop Samb qui dit le travail est un facteur d'autonomisation économique des femmes et cela participe à l'équilibre personnel des femmes. Très bien. Certaines pesanteurs socioculturelles peuvent constituer des contraintes majeures à l'épanouissement des femmes. Absolument. Des moments de procrastination, cela nous arrive tous. Parfaitement d'accord avec vous. Mais que pensez-vous de cette catégorie de personnes qui vivent tout le temps dans la procrastination? Alors, les personnes qui vivent tout le temps dans la procrastination ont peur de réussir. Je répète, les personnes qui vivent tout le temps dans la procrastination ont peur de réussir. Il faut qu'elles se posent la question de savoir pourquoi elles ont peur. Est-ce qu'elles ont peur de ce qu'elles pourraient être et donc des conséquences de leur réussite sur d'autres aspects de leur vie? Est-ce que c'est pour ça qu'elles procrastinent? Ou est-ce que c'est de la paresse pure? Parce que ça, c'est l'autre option.
Posez-vous la question. Posez-vous la question, trouvez les réponses et c'est seulement lorsqu'on a trouvé les causes de quelque chose qu'on peut commencer par y remédier. Merci, Madame Nadia Mensah Akogny. Avez-vous pu transmettre à vos enfants cette manière de faire? Quelle manière exactement? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Est-ce que vous avez pu transmettre à vos enfants cet élan? Bah, les gens ont sûrement imaginé beaucoup de choses au travers de vous. Est-ce que vous avez pu réaliser, vous avez pu transmettre le témoin aux enfants? J'espère que oui. Ah, organisation, côté On organisation. continue d'y travailler. Ce que je sais, c'est que nous, mon mari et moi, C'est ça. tâchons de leur permettre de vivre leurs rêves et de trouver leur passion et qui ils sont. Très bien. Et nous les accompagnons. Super, super, c'est formidable. Ben, merci, ça fait 1 heure que nous parlons et on va respecter notre engagement. Madame Mensah Akogny, si les gens veulent vous retrouver, échanger avec vous, est-ce que vous avez une page, un réseau social sur lequel on peut vous contacter? Ceux qui veulent se faire LinkedIn, former avec Acosphere, comment ça pourrait se faire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? vous pouvez me contacter sur LinkedIn quand vous voulez. Vous pouvez aussi aller sur la page acosphere.co.uk pour regarder ce qu'on fait, pour regarder nos cours. Pour les personnes qui ont vraiment envie de mieux se découvrir, nous avons une formation qui s'appelle Rise Up, qui est une formation en développement personnel qui va très en profondeur, mais qui est extrêmement transformationnelle. Si ça peut vous intéresser, si vous avez des questions, prenez contact avec moi, envoyez-moi un message sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais surtout, si vous m'envoyez un message, notez bien que vous avez suivi le webinaire de Baraka Gate, que je vois d'où vient la question et je répondrai. Magnifique. Merci à vous. Merci. Merci. Donc, Nadia Mensah Akogny, disponible sur LinkedIn à travers son profil et également sur la page de Acosphere. Vous pourrez la retrouver et retrouver les activités de Acosphere qui sont juste géniales. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre cette formation transformationnelle les jeudis après-midi et je vous suis encore chaque jeudi après-midi sur les lives Instagram et c'est juste génial. Je me demande simplement pourquoi ce n'est que 30 minutes. Ah, bah parce que il faut que les gens restent un petit peu sur leur faim. D'accord. Sinon, voilà. Et puis Ok. nos invités souvent sont très pris, donc 30 minutes, c'est très bien. Ouais, non, c'est juste très édifiant. Je vous encourage, toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui n'ont pas l'occasion de suivre cette série-là, c'est juste des moments formidables. Bon, après, il faut aussi comprendre l'anglais. Oui, mais c'est très bien. L'anglais, c'est une langue internationale. Nous sommes une entreprise britannique, donc Ouais. forcément, beaucoup de nos invités parlent anglais. Et puis aussi, notre audience vient de partout, d'Asie, des États-Unis, d'Europe, d'Afrique. Donc, c'est pour ça qu'on maintient l'anglais. Mais on va peut-être revenir à ce sujet, au sujet des langues, mais Nadia, comment est-ce qu'on fait pour comprendre 10 langues? Ah, alors, d'abord, je reconnais que j'ai un don pour les langues. Bah oui, clairement. Je viens d'une famille où, en moyenne, tout le monde en parle 4 ou 5. Mon père en parlait 7, je crois. Ma mère en parle 4 ou 5, je ne sais plus. Enfin, tout le monde parle plusieurs langues. Mon mari en parle 6. Donc, voilà, mes enfants parlent 4 langues chacun. Donc, vous voyez, pour moi, c'est la base. Mais j'aime les langues. Et donc, j'ai appris en vivant dans différents pays, travaillant dans différents pays. J'en ai appris 9. Et puis là, pendant le confinement, j'ai décidé d'apprendre le portugais parce que ça faisait longtemps que je voulais apprendre le portugais. Et je m'y suis mise avec une application Duolingo. Ouais, Duolingo, ouais. Et là, mais je m'y suis mise sérieusement, c'est-à-dire je faisais entre 1 heure et 2 heures de portugais tous les jours. D'accord. Et là, j'ai un niveau intermédiaire, je peux parler, quoi. Et je suis très contente, très, très contente de moi. Bah, allez-y, dites-nous merci, dites-nous un petit mot, dites-nous un coucou en portugais. Ça ressemble à quoi? Muito obrigada.
Ah, intéressant. Et je dois répondre quoi, moi? Nada. Nada. Je D'accord, dis voilà. Vous nada. voyez, les amis, je parle portugais désormais. Ah, attention, hein. Le nom de l'application Duolingo, Duolingo, comme ça s'entend. Oui. Duolingo. Je ne sais pas si O. c'est G-U-O, mais G-O, je un truc comme ça. G-O. G-O. Voilà, G-O, Duolingo. c'est ça. Duolingo, ouais. Mais il y a plein de Il y a remerciements. plein de langues hein, sur cette application. On peut apprendre l'anglais, on peut apprendre tout ce qu'on veut. C'est ça, c'est ça. Merci infiniment, Madame Nadia Mensah-Akogny. Merci beaucoup, Gaïuch. Merci à Madame Mensah pour la réponse, je suis satisfait. Merci pour le partage d'expérience, très instructif. Merci à Baraka Gate. Bah, restez connectés, les amis. Vous avez nos pages. On sera toujours ensemble. Nos prochains événements, que ce soit en ligne ou en présentiel. Abonnez-vous et on avance ensemble, comme j'ai l'habitude de le dire. Nadia, un mot de fin? Mais d'abord, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de vos questions, pour l'intérêt que vous portez à ce que je dis. Et puis, surtout, osez faire les choses pour ne pas avoir de regrets. Oser parce qu'on a besoin, sur notre continent africain qui m'est extrêmement cher, on a besoin de gens qui osent, on a besoin de faire des choses autrement, on a besoin de grandir, de se développer et donc osez et faites briller vos étoiles parce que vous êtes tous, chacun d'entre vous est un diamant brut, alors faites briller vos étoiles. Oula, c'est tellement bien dit. Chacun de nous est un diamant brut, alors polissons-le, il faut le travailler pour faire briller l'étoile. Merci infiniment, merci à vous les amis. Et Madame Akogny, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver, je ne sais pas, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Avec grand plaisir. Merci Merci, infiniment. Gaïus. Merci pour cette opportunité. C'était très sympathique. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Dieu vous garde, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Dieu vous garde aussi. Merci bien. Au revoir. Merci.